Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat dont le thème est Insertion des personnes handicapées, bilan et perspective. Le Mali célèbre ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. L'objectif est de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement. Elle vise à accroître l'accessibilité des handicapés aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, la vie politique, sociale, économique et culturelle. Quelle est la situation socio-professionnelle des personnes handicapées au Mali? Qu'est-ce qui explique l'inaccessibilité des personnes handicapées aux services sociaux de base? Nos invités, Aminata Traoré, présidente de l'association malienne, bien sûr, de personnes atteintes d'albinisme. Madame Traoré, bonsoir. Nous avons également Youssouf Diakité, chef de la division suivi des institutions sociales à la Direction nationale du développement social. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Nous avons enfin Kadiatou Koulibaly, secrétaire général adjointe de l'Association malienne des femmes handicapées. Kadiatou, bonsoir. Bonsoir. Je suis Imran Akilo Maïga. Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique. Le Grand Dialogue. Aminata Traoré, comment se portent les personnes en situation de handicap au Mali? Ok, bonsoir à tous et à toutes. La situation des personnes en situation handicapées, vraiment, nous ne dirons pas déplorable, mais nous n'avons pas trop d'avancées sur l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Et l'année passée, il y a eu le vote de la loi portant sur la protection. Comment vous vous sentez dans la société? Des personnes handicapées. Dans votre vie quotidienne, comment vous vous sentez dans la société? Ok, moi, maintenant, ça va. Mais nous sommes toujours victimes jusqu'à présent des discriminations et des incompréhensions par rapport à mon handicap qui est l'albinisme. Et actuellement, nous essayons de sensibiliser la population pour que cela puisse s'arrêter. Aminata Traoré, présidente de l'Association malienne des personnes atteintes d'albinisme. Mm-hmm. Okay. Et en ce qui concerne Madame de l'Association malienne de personnes, des femmes handicapées, quels sont les défis auxquels les personnes handicapées font face au Mali? Merci beaucoup, Monsieur Maïga. La situation des personnes vivant avec un handicap au Mali, c'est vrai que ça s'améliore du jour en jour, mais il y a toujours ces difficultés qui sont là. Donc, vous avez vous-même parlé de l'accessibilité, c'est très important. L'accessibilité aux infrastructures de base, vraiment. Nous confrontons ce problème chaque jour. Donc, nous, les femmes vivant avec handicap, nous avons également le problème de santé de la reproduction. Nous avons beaucoup de problèmes, mais je suis juste en train d'énumérer quelques-uns parmi tant d'autres. Donc, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a côté emploi, il y a le côté de santé, ainsi de suite. Pour certains, vivre en situation de handicap est synonyme de mendicité ou de laisser pour compte. Est-ce le cas que vous vivez au Mali? Je dirais que le handicap n'est pas synonyme à l'incapacité. Et donc, être une personne vivant avec handicap, c'est avoir un gros cœur. Donc, la mendicité, ce n'est pas la solution pour nous. Bien vrai que nous sommes des pauvres, les personnes vivant avec handicap sont les personnes les plus pauvres dans notre pays, mais cela n'empêche de se dire que j'ai ce handicap, mais je peux aller très loin. Donc tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école, c'est vrai, mais il y a des activités génératrices de revenus qui sont là, que nous pouvons faire et pour assurer notre autonomisation sans passer vraiment à la mendicité.
Monsieur Diakité, quel est le regard de la société face aux personnes en situation de handicap? Ok, moi, tout d'abord, je remercie les studios de Tamani pour avoir pensé à nous inviter pour ce débat. Vous dites le regard de la société par rapport aux personnes handicapées. Effectivement. Bon, et le regard est mitigé parce que d'abord, il y a certains qui pensent que le handicapé, c'est d'abord la personne à laquelle on doit tout de suite avoir pitié, ce qui n'est pas un bon sentiment. Parce qu'en réalité, quand on a pitié de quelqu'un, on ne peut pas l'aider. Du moins, on ne peut pas l'aider dans un bon sens parce qu'il ne s'agit pas seulement de le voir, lui glisser des jetons, le voir essayer de l'aider à travers cela. C'est vrai que c'est des choses qui sont fréquentes, mais ce n'est pas la bonne façon de voir. Et maintenant, par contre, il y a d'autres personnes qui sont là, qui pensent que la personne handicapée, en l'aidant, elle peut être une personne à part entière comme toutes les autres et qu'elle puisse surmonter le handicap et se hisser au même niveau que son camarade, que son semblable clairvoyant ou non handicapé. Aminata Traoré, comment vous partez au-delà de votre handicap pour réaliser vos rêves? Pour réaliser nos rêves, comme je l'ai si bien dit, et nous procédons à des sensibilisations pour que la population puisse comprendre la dimension albinisme, parce que nous, ça nous aide. Parce que toujours étant stigmatisé ou injuré ou saboté et à cause de son handicap, ça crée un sentiment d'infériorité chez la personne et en situation de handicap. Donc, quand nous sensibilisons la population, nous-mêmes, nous développons nous-mêmes. Nous comprenons que nous-mêmes, nous avons notre part à jouer dans le développement de la nation. Parce qu'en parlant aux autres, en montrant aux autres que oui, nous avons des problèmes, par exemple, problème de peau, la mobilité est réduite, mais nous avons des capacités intellectuelles qu'on peut faire valoir pour faire avancer le pays. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous entamons aussi des programmes entrepreneuriaux pour que la personne en situation de handicap puisse soit autonomisée, en fait. Kadiatou, quand vous êtes indexé par votre handicap, par vos semblables, qu'est-ce que cela vous fait d'être indexé? Bon, d'être indexé, ça peut faire un choc moral, un choc même physique, disons. Mais bon, je ferai savoir à ces gens que je suis un être humain comme eux et que je suis un citoyen ayant des droits comme eux et que moi je peux m'épanouir avec mon handicap comme eux, sinon plus que ces personnes. Donc je me laisse pas dans cette peau d'une femme vivant avec handicap, mais au contraire, je fais tout pour que ces personnes sachent que, ben voilà, cette dame, cette femme, elle a un handicap, mais elle ne se laisse pas faire. C'est pas en insultant les gens, c'est pas en leur injuriant, mais c'est en leur montrant mes capacités. D'accord. Monsieur Diakité, Aminata a parlé tout à l'heure de stigmatisation. Selon vous, qu'est-ce qui amène cette stigmatisation? La stigmatisation est le résultat du complexe de supériorité des autres face aux handicapés. Parce que les gens pensent que quand on est personne handicapée, on est inférieur aux autres. Alors même que nous avons eu des personnes handicapées qui ont fait la preuve dans ces pays. Je veux parler de Feu Tonton Ismaïla Konaté, qui est l'heureux fondateur de l'Institut national des aveugles du Mali, présentement UMAV. Et nous avons aussi des personnes handicapées. Présentement, la Fédération malienne des handicapés est dirigée par Mokhtar Ba, qui a fait ses preuves en Afrique et un peu partout dans le monde. Madame Atma Djikine Gakou aussi est une femme très battante. Ce sont ces gens, ceux-là même qui ont participé à l'Assemblée générale de l'Union et l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies où les droits, il y a une convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc les handicapés peuvent faire mieux, beaucoup plus mieux souvent que les camarades clairvoyants. Mais malheureusement, il y a cette stigmatisation qui ne dit pas son nom souvent, mais qui est le résultat d'un complexe de supériorité selon les autres personnes. Donc c'est ce que nous devrions chercher vraiment à faire partir de leur tête. C'est compliqué quand même. L'accueil des personnes handicapées nécessite parfois des aménagements. Est-ce le cas au Mali, Diakité?
Pas toujours. C'est vrai que de plus en plus, on constate que dans les structures d'accueil, il y a soit des rampes d'accès ou des ascenseurs qui permettent aux personnes handicapées d'atteindre facilement leur objectif dans un bâtiment. Mais il y a certains bâtiments aussi qui n'en comportent pas. Et là, c'est compliqué. Maintenant, ce que je voudrais peut-être donner comme conseil aux gens qui occupent des bâtiments qui ne sont pas accessibles, c'est bien que les personnes qui sont les plus sollicitées dans ces différents départements, ces différents services, soient dans des bureaux placés en bas, pas au rez-de-chaussée, c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Aminata, l'albinisme est synonyme pour certains de sacrifices. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'albinisme? En tant qu'albinos. En tant que personne atteinte d'albinisme, les défis sont vraiment nombreux parce que la personne albinos a besoin de crème solaire pour pouvoir circuler et pour pouvoir vaguer à ses occupations. Elle a besoin de verres correcteurs pour pouvoir étudier. Les verres correcteurs, nous ne savons qu'ils sont très chers ici, surtout et quand tu prends le salaire moyen des Maliens. Et aussi, nos défis aussi, c'est que les gens croient toujours à ces mythes-là qui disent que soit une personne atteinte d'albinisme est source de malheur, soit une personne atteinte d'albinisme est source de bonheur. Quand ils pensent que nous sommes source de malheur, ça c'est le rejet total. Et quand ils pensent que nous sommes source de bonheur, c'est ça en ce moment qu'intervient des fois des sacrifices rituels. Et on coupe souvent les cheveux des personnes atteintes d'albinisme, on coupe des organes génitaux, et de l'assassinat, certains sont kidnappés. Vous voyez, nous sommes confrontés vraiment à beaucoup. Est-ce que cet état de fait est fréquent au Mali? Cet état de fait est fréquent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs défis. Le défi lié aux cheveux, par exemple. Tu ne vas pas rencontrer une personne atteinte d'albinisme au Mali qui ne va pas te dire que quelqu'un a voulu couper ses cheveux. Moi-même, j'en ai été victime. Donc, et aussi les injures dans la rue, même les enfants, quand ils voient une personne atteinte d'albinisme, ils le disent rapidement, il faut cracher, sinon tu auras un enfant atteint d'albinisme. Donc ils sont tous présents ici. L'année passée, on a assisté à l'assassinat d'une petite Afana. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de jugement, on ne sait pas qui est le vrai coupable. Et il y en a eu aussi dans le passé. Vous voyez, donc c'est fréquent au Mali, c'est présent au Mali. Voilà. Kadiatou, la personne handicapée est-elle suffisamment protégée au Mali par la loi? Il y a le Mali qui a signé la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et donc, mais c'est l'application qui avait posé problème. Mais pas plus tard que l'année dernière, il y a eu vraiment le vote ou bien l'adoption de la loi 027 du 12 juin 2018. Donc, c'est cette loi qui prévoit vraiment la protection sociale des personnes vivant avec un handicap. C'est vrai que la loi a été adaptée, mais maintenant, il y a le processus de la signature du décret d'application qui est en cours. Donc, les personnes vivant avec un handicap, nous sommes dans ce dynamique de signature de ce décret. Donc, les textes sont en train d'être élaborés, mais vraiment, il faut une signature de ce décret d'application pour que nous, les personnes vivant avec un handicap, nous allons dire, enfin, nous sommes protégés au Mali. D'accord. Monsieur Diakité, au niveau de la direction nationale, est-ce qu'il y a des actions qui ont été prises pour la protection des personnes en situation de handicap? Bon, peut-être que je veux parler de façon un peu globale parce que la direction nationale du développement social, d'abord moi je suis la direction nationale de la protection sociale, mais c'est la même direction parce que je représente le ministère en tant que point focal. Au niveau de la Direction nationale du développement social, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des donations au cours du mois de la solidarité que cette direction organise au nom du ministère. Bon, c'est ça exactement la grande chose qu'on peut dire. Sinon,
Il n'y a pas d'action d'envergure entreprise par cette direction à l'endroit des personnes handicapées. Cette direction est maintenant plus axée sur la situation des réfugiés, fait de l'action humanitaire en lieu et place de la gestion de la situation des handicapés. D'accord. Parlant des activités socio-professionnelles, Aminata, est-ce que dans votre domaine, vous êtes confronté à cela? Oui, comme tout le monde, sur le plan de l'emploi. Et nous avons tellement de difficultés. Quand nous allons vers le privé, on nous dit que nous sommes des malvoyants. Même à présent, nous avons une de l'association qui travaille dans une boulangerie. Elle se plaint toujours qu'on lui refuse l'accès à l'ordinateur, que comme quoi elle va faire des fautes, elle va mélanger certains trucs. Elle se plaint toujours. Donc, on a vraiment des difficultés d'insertion socio-professionnelle. Au niveau de votre association, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour gérer ce cas? Au niveau de notre association, nous faisons partie du code du comité et des jeunes handicapés diplômés et non diplômés. Nous menons des actions pour que le taux des personnes atteintes et des personnes handicapées et dans le recrutement spécial soit élevé parce qu'il était à 5%. Et aussi, nous plaidons pour que ceux qui n'ont pas pu avoir un diplôme, qui n'ont même pas pu aller à l'école, que leur projet entrepreneurial soit financé. Voilà, donc nous sommes dedans et aussi spécifiquement pour l'association aussi, nous aidons nos membres à rédiger des projets et qui puissent leur permettre d'entreprendre. Actuellement, nous sommes à ce stade-là. Est-ce que toutes ces démarches-là ont porté fruit? Pour la rédaction, je dirais oui, non, parce que c'est difficile. Parce que vous voyez, nous avons plusieurs structures d'incubation pour les jeunes entrepreneurs, mais ces structures-là sont privées. Et tu vas trouver, comme ma soeur Katoucha l'a dit, les personnes en situation de handicap viennent la plupart des familles, et je ne dirais pas pauvres, mais à revenus moyens. Donc, pour pouvoir accéder à ces structures d'incubateurs, c'est difficile pour eux. Et aussi, ils n'ont pas pu étudier. Les structures-là, ils forment en langue française. Donc, et pour que ces gens-là puissent être incubés, il faut les incuber en Bambara. Il faut les apprendre comment faire l'étude du marché en Bambara. C'est une approche qu'on a commencé maintenant. Vraiment, on n'a pas très avancé parce que c'est vraiment difficile. D'accord. Kadiatou, est-ce que les entreprises emploient les personnes en situation de handicap? Les entreprises privées, publiques. Tout? Oui, mais oui et non, parce qu'il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'emploi des personnes vivant avec handicap. Comme quoi? Parce que je dirais que c'est la méconnaissance des capacités de ces personnes. Donc, quand les gens voient juste le handicap, mais n'essayent pas de le rapprocher, n'essayent pas d'examiner ou de voir leurs capacités. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début que le handicap n'est pas synonyme à l'incapacité. Il y a certains qui sont allés à l'école, qui ont leur diplôme, qui ont vraiment le niveau. Ils peuvent travailler, ils peuvent satisfaire le marché du travail. Mais si vraiment on ne leur approche pas, si vraiment on ne leur donne pas l'occasion, vraiment on ne pourra pas connaître leurs capacités. On parle souvent de la discrimination positive. Parce que nous, les personnes vivant avec handicap, nous étudions dans des grandes difficultés. Et pour avoir nos diplômes, ce n'est pas facile. Et parmi nous, il y a très peu également qui sont allés à l'école. Donc, le taux des personnes non scolarisées, des personnes vivant avec handicap non scolarisées, est plus élevé que ceux qui ont allé à l'école. Donc, il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, et vraiment, cette discrimination positive, c'est normal et c'est un combat pour nous chaque jour. Et les gens ont l'habitude de dire, vous, les personnes vivant avec handicap, vous voulez du travail. Oui, nous voulons du travail parce que nous le méritons, nous sommes des citoyens. Nous avons ces droits-là également. Et tous ceux qui ont
un emploi, vraiment ont persévéré. Donc Diakité est là, il est témoin, il travaille très bien, il est très apprécié et parmi tant d'autres. Donc il ne faut pas que les gens voient le côté handicap, mais plutôt la capacité que les personnes handicapées sont capables de produire. Monsieur Diakité, est-ce que cette discrimination est normale, comme elle l'a dit? Est-ce que c'est normal? La discrimination positive, oui, c'est exigé, c'est demandé même par la nature des faits. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne non handicapée dans un service a facilement accès aux données qui sont sur son ordinateur. Elle a facilement accès aux bâtiments. Elle a facilement accès à tout ce dont elle a besoin. Mais une personne déjà handicapée, le mot handicap même veut dire un retard sur les faits. Je m'explique. Le mot handicap a pour origine, en fait, auparavant, dans la course des chevaux, il y a certains chevaux qu'on pensait très forts, on les mettait un peu derrière par rapport aux autres. Donc, ça crée un handicap entre eux et les autres. C'est ce mot handicap-là qui est venu se greffer à nous, les personnes. Donc, une personne déjà handicapée a du retard sur beaucoup de choses. Donc, c'est très normal. C'est très normal que de promouvoir la discrimination positive afin qu'ils puissent se sentir mieux. Mais, je répète, dans la mesure du possible. Au niveau du ministère, quelles sont les mesures prises pour favoriser l'insertion sociopolitique des personnes handicapées? D'abord, je commencerai par dire qu'il y a déjà une chargée de mission qui est une handicapée, Mme Dikine Atma Gakou, qui est conseiller technique, chargée de mission d'abord au ministère, c'est déjà un point positif. L'autre point positif, c'est que le ministère a créé le Fonds national de solidarité aussi qui appuie les personnes handicapées. Et le mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion aussi est aussi une très bonne chose initiée par le ministère pour un peu alléger les soucis des handicapés. Et puis aujourd'hui, par exemple, au ministère de la Solidarité, il y a l'accessibilité parce qu'il y a un ascenseur que le ministre a fait expressément pour permettre au personnel de monter, d'aller où ils veulent dans le ministère. Mais la dernière chose que je veux dire, c'est que les personnes handicapées sont habilitées à déposer des projets générateurs de revenus au niveau de la Direction nationale du développement social. La procédure voudrait que ça soit déposé au niveau des services sociaux du développement social. Ils sont dans les cercles, la commune de Bamako. Et le document est remonté jusqu'au niveau de la Direction nationale du développement social où on cherche d'avoir un financement. D'accord. Aminata, est-ce que vous avez déposé des projets au niveau du ministère qui ont été pris en compte? Non, pour le moment, non. Et pourquoi? Non, comme je l'ai dit, nous, on évoluait avec le code. On ne savait pas qu'on pouvait le déposer individuellement. Parce qu'on est déjà dans le collectif. Et le collectif, c'est une lutte pour tous. Donc, tout ce qu'on fait, on l'amène au collectif. Et le comité scientifique du collectif se charge des paperasses pour la demande de financement pour les entrepreneurs et aussi pour l'insertion à la fonction publique des autres personnes en situation de handicap diplômées. Monsieur Diakité, elle disait tout à l'heure qu'elle ne savait pas qu'on pouvait déposer individuellement. Est-ce que le dépôt est individuel ou associatif? Le dépôt peut être individuel, mais c'est quand c'est associatif que ça marche plus vite. Mais je voudrais aussi ajouter le fait que, bon, c'est important de dire que nous, les personnes handicapées, nous ne devrons pas toujours attendre l'État ou attendre le financement des projets. En fait, nous pouvons nous-mêmes avoir des initiatives qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Je donne un seul exemple au passage. Nous avons un non-voyant qui se trouve au niveau du rond-point du feu de l'ancien transit national qui confectionne des chaises, les chaises sur lesquelles on s'assoit dans la maison. Là. Donc lui, son entreprise marche très 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 bien. Et souvent, nous devons prendre nous-mêmes les initiatives et voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Parce que si on doit toujours attendre, et quand ça ne vient pas, ça va toujours être les retards. Plus on attend, plus on est en retard. D'accord. Madame Kadiatou, est-ce que de votre côté, vous avez initié des projets et que vous avez déposés au niveau du ministère qui n'ont pas été pris en compte?
Oui, ben, comme vient de dire Diakité, et les projets peuvent être individuels comme ça peut être collectif. Ben, par rapport aux projets individuels, je connais plusieurs femmes vivant avec handicap qui ont vraiment eu des financements au niveau de la Direction nationale du développement social. Et, en AGR, il y a certaines aussi qui ont eu des motos à 3 roues pour faciliter leur mobilité. Donc, au niveau qui parle de la direction, parle du ministère. Donc, je crois que vraiment, sur ce point, tout le monde ne peut pas être satisfait du coup, quoi. Mais je sais qu'il y a plusieurs femmes qui ont vraiment eu des financements pour leurs petits commerces et également des motos pour leurs déplacements. Est-ce que votre association a bénéficié? L'UMAF, oui, ben, c'est les membres de l'UMAF. L'UMAF, c'est l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées. Donc, les comités des associations mères sont membres de l'Union. Donc, si une femme d'un comité gagne, je ne sais pas, un financement ou une moto, je crois que c'est au nom des femmes de l'Union. C'est comme ça que je vois les choses. Monsieur Diakité, qu'est-ce qui bloque l'application des mesures prises en faveur de l'insertion des personnes handicapées? D'abord, c'est une question de volonté politique. Parce que vous savez, aujourd'hui, comme ma soeur Katoucha disait, Kadiatou, pardon, Katoucha, c'est le nom affectif. Donc, comme elle le disait, au fait, pour la loi, une loi est mise en œuvre à travers un décret d'application. C'est le décret qui traîne un peu. Et puis, il y a aussi certaines choses que l'État n'arrive pas encore à mettre en œuvre. Je veux parler, par exemple, de la Convention de Marrakech, du traité de Marrakech, qui parle de l'accessibilité, de rendre les documents accessibles aux non-voyants, sous toutes les formes, en format braille et puis en format langage des signes. Donc, ce traité n'est pour l'instant pas mis en œuvre. Donc, c'est une question de volonté politique. Demain matin ou après-demain, on se lève, l'État prend une décision d'application et ça vient tout de suite. Nous savons que ce n'est pas un refus, mais peut-être que ça va venir, nous espérons que ça va venir très prochainement. Et ces initiatives n'ont-elles pas connu leurs limites? Les initiatives entreprises pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap? Non, parce qu'en réalité, c'est vrai que chaque fois qu'on entreprend des choses, quand ça ne marche pas, il faut évoluer vers d'autres choses. C'est ce que nous tentons de faire. Mais il faut reconnaître que... Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que simplement, comme vous l'avez dit, ça fait ses limites. Ici, on prend un peu le nombre de personnes handicapées au Mali en 1940, 1970, et maintenant c'est différent. C'est combien actuellement? Présentement, nous sommes à peu près... je ne peux pas vous dire, mais c'est 15% de la population. Ça, c'était des chiffres en 2015. 15% de la population, 2 250 000. Voilà, aujourd'hui, mais c'est toujours les 15%. C'est des chiffres de 2016. Oui, mais donc ça veut dire que forcément ça a augmenté. Parce que vous allez comprendre que, on dit tout le monde est un handicapé potentiel. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui en partant au service, on ne le souhaite pas, il peut faire un accident et il perd l'usage d'un de ses membres, il devient handicapé. Et le glaucome aussi fait plein de ravages au Mali. Donc, qui parle de glaucome parle de cécité. Vous voyez? Donc, plus les handicapés sont nombreux, plus il faut prendre d'autres mesures qui vont concerner un nombre un peu plus important. Mais nous déplorons tout de même que le recrutement à la fonction publique, qui était une solution, le recrutement à titre exceptionnel, qui était une discrimination positive, je ne dirais pas qu'elle a connu ses limites, mais maintenant, ce n'est plus d'actualité. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais je sais que les pouvoirs publics sont en train de se battre et je sais que ça va marcher très bientôt. Vous avez parlé du recrutement. Le recrutement a fait beaucoup de bruit au niveau des personnes en situation de handicap. Alors aujourd'hui, concrètement, si ce recrutement n'est plus d'actualité, qu'est-ce qui a été mis en place à la place de ce recrutement-là pour favoriser les personnes en situation de handicap? Je m'excuse, je me rectifie. Dire que ce n'est plus d'actualité, c'est pas le terme approprié qu'il faut, mais c'est l'intensité qui a baissé. Au fait, dans les années 2000-2001, on avait une liste, souvent il y avait des listes de personnes, une liste que la Fédération malienne des handicapés présentait. Donc c'est toute cette liste-là, sinon 80% de cette liste qui passe. Mais maintenant,
là, au dernier recrutement, je me rappelle les 2 derniers recrutements de la fonction publique, il y a eu 4 handicapés qui ont été recrutés pour le premier recrutement, et le deuxième, on a eu 5. Bon, si vous voyez un peu, 4 et 5, ça fait 9. Sur aujourd'hui, à peu près, nous sommes 300 à 400 jeunes diplômés. Vous voyez que le taux est très faible. Mais je sais que ce n'est que... nous devons toujours aller revenir à la table de négociation avec les partenaires et essayer de discuter. Parce qu'au fait, il faut comprendre que ce n'est pas aussi la fonction publique qui peut recruter. Les entreprises, c'est vrai que c'est difficile, mais l'État aujourd'hui peut penser, par exemple, à alléger. C'est comme ça s'est fait en France. Je m'excuse, comparaison n'est pas raison. Mais en France, par exemple, pour quelqu'un qui ouvre une entreprise d'à 10 personnes, l'État lui demande de recruter 2 ou 3 handicapés et on baisse par conséquent ses impôts. Est-ce que vous voyez? Bon, la même chose pourrait être faite ici au Mali. Voilà pourquoi je reviens encore à mon mot. Mais qu'est-ce qui empêche notre État de prendre cet exemple-là? Bon, l'exemple, c'est une question de volonté politique et de courage des dirigeants des handicapés. Il faut que nous, les personnes handicapées, ceux qui dirigent les associations et les associations et les fédérations comprennent que c'est par leur courage qu'on peut parvenir à de bons résultats. Seulement ça. Parce qu'en réalité, vous savez, l'État a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, chaque couche qui se bat à son nom, qui a vraiment le courage, c'est cette couche-là qui a beaucoup de choses. Donc, plus on a le courage, plus on gagne beaucoup. D'accord. Aminata, à votre avis, quelles dispositions faudrait-il prendre pour améliorer la formation des personnes handicapées? Pour améliorer la formation des personnes handicapées, moi, je parlerai spécifiquement des personnes atteintes d'albinisme. Effectivement. Voilà. Nous, pour qu'on puisse vraiment étudier, il faut une assistance. Quand je dis assistance, et la personne atteinte d'albinisme dans la classe, même si elle est proche du tableau, ne voit pas le tableau, les écritures sur le tableau. Parce que nous souffrons d'une myopie incurable. Tout ce qui est loin, on ne le voit pas. Jusqu'à ce qu'il faut qu'on se rapproche, très proche du tableau pour pouvoir voir. Et pour ça, les enfants atteints d'albinisme dérangent leurs camarades. Et tous les autres même ne comprennent pas. Et ça fait même que l'enfant albinos même est frustré des fois. C'est même la cause même des abandons des élèves. Donc pour cela, il faut une assistance. Il faut que l'enfant atteint d'albinisme ait un maître de maison. Après l'école, il faut que le maître le prenne spécialement pour lui refaire ce qui a été fait à l'école. Parce que nous étudions 2, même des fois 3 fois. Parce que si tu ne vas pas t'asseoir... Ça revient à la charge de la famille? De la famille, oui, mais ça c'est la charge de la famille. Mais l'État, ce que l'État pourra faire, c'est vraiment aussi introduire dans les formations des maîtres, comment le professeur doit se comporter à l'égard d'une personne handicapée, une personne atteinte d'albinisme. Parce que si le maître assiste l'élève, ça sera facile. Par exemple, quand il y a les devoirs, si vous écrivez les épreuves au tableau, l'élève il ne pourra pas faire sa composition ou son examen. Il faudra saisir pour l'élève atteint d'albinisme un gros caractère pour lui donner. Maintenant, les écritures qui sont au tableau, qui sont pendant les cours, il faudra que le maître aide l'élève soit en lui donnant sa préparation, soit en parlant avec ses camarades de classe, qu'il les prête son cahier ou qu'il laisse son camarade regarder dans son cahier pour pouvoir copier. Parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés à cet endroit-là. Parce que moi-même, j'ai été victime. Moi, mes camarades de classe, des fois, me demandaient de l'argent pour qu'ils puissent me prêter leur cahier. Vous voyez, donc, si toi, on te demande de l'argent et que tu n'as même pas l'argent même pour t'acheter de l'eau à boire, tu vas abandonner. Donc, l'État doit instaurer au moins une partie de cette éducation-là et à la formation des maîtres pour que les maîtres puissent savoir que quand tu as un enfant atteint d'albinisme dans ta salle, tu dois te comporter ainsi, tu dois te comporter ainsi. Et les parents aussi doivent jouer leur rôle. Même si les parents, il y a problème des difficultés à prendre des maîtres de maison,
ils doivent suivre leurs enfants. Ils doivent assister leurs enfants, les suivre dans les écoles, demander aux camarades de leur prêter les cahiers, les aider à recopier les cahiers, les aider à lire. Beaucoup de parents même refusent d'acheter des livres pour leurs enfants parce que ça désintéresse. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. Est-ce qu'au niveau de votre association ou l'ensemble des associations d'albinisme ont fait de démarches auprès de l'État pour ces réclamations-là, ces revendications-là? Oui, même actuellement avec le programme d'engagement civique, nous avons un projet au cours duquel nous allons élaborer un guide sur l'albinisme, parler des difficultés de la personne albinos. Nous avons un plan d'action régional qui a été rédigé par les organisations de la sous-région sur l'albinisme, qui décrit les besoins des personnes atteintes d'albinisme, les rôles de l'État, le rôle des organisations et le rôle des autres populations. Donc nous allons élaborer un guide que nous allons soumettre à l'État et pour qu'il puisse prendre en compte les besoins des personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Kadiatou, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de service, quelles sont les difficultés que rencontre un travailleur en situation de handicap physique? C'est l'accessibilité d'abord. Parce que quand un handicapé physique est un travailleur au niveau d'un service, parce que maintenant tout est à l'étage, et d'abord, la difficulté de cette personne, c'est l'accessibilité. Comment accéder à son lieu de travail, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des innovations qui sont en train d'être faites par rapport à ça, parce que quand une personne vivant avec handicap trouve un travail maintenant, on essaye d'améliorer ou trouver un endroit en bas pour cette personne. Mais souvent aussi, moi je dirais que c'est un signe de discrimination parce qu'il ne faut pas que cette personne aussi soit à l'écart, que cette personne soit à part. Je crois que les gens doivent travailler ensemble, que c'est une équipe qui doit être formée au sein des services. Donc vraiment, c'est l'accessibilité qui pose problème. Sinon, le reste, je crois que ça peut aller. D'accord. Monsieur Diakité, qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre aux besoins des personnes atteintes d'albinisme au niveau du ministère? Au niveau du ministère, je pourrais dire que c'est l'albinisme, c'est vrai qu'il y a une association, mais c'est un handicap. L'albinisme a commencé à être considéré comme handicap il n'y a pas très longtemps. Donc je sais que des associations s'activent pour essayer de sensibiliser les gens. Et nous, de notre côté, chaque fois qu'on a une réunion sur les handicaps, on les invite pour qu'ils participent. Parce qu'en réalité, vous savez, on ne peut pas mieux connaître un handicap que le handicapé lui-même. Donc voilà pourquoi on les associe chaque fois qu'il y a des choses. Mais je sais que les albinos, je m'excuse, en général, ont des problèmes de vision. Je profiterai pour dire, compléter un peu la situation scolaire. Moi, je pense qu'il faudrait que on demande, les personnes atteintes d'albinisme demandent aussi qu'on mette à leur disposition des moyens techniques. Je veux parler par exemple des téléagrandisseurs, comment ils appellent ça, ce que les malvoyants utilisent généralement. On avait même un projet à l'UMAV comme ça qui fait que la personne atteinte d'albinisme qui ne voit pas très bien peut se débrouiller même plus que les autres. Il y a aussi à un niveau un peu supérieur, c'est-à-dire au niveau du second cycle, par exemple, on peut demander ils peuvent demander de mettre à la disposition des handicapés, des personnes atteintes d'albinisme, des ordinateurs portatifs ou bien des tablettes qui peuvent leur permettre... Est-ce qu'il suffit seulement qu'ils demandent ou bien l'initiative doit venir de l'État? L'initiative doit venir d'eux d'abord. Parce que je vous ai dit, l'État là, on vient toujours vers l'État. L'État ne va jamais vers quelqu'un. C'est toujours les gens qui viennent vers l'État et on se bat pour avoir gain de cause. C'est toujours comme ça. Parce que l'État, il y a beaucoup de choses que l'État fait en même temps. Donc, quand vous venez vers l'État et que vous votez... Sinon, je sais quand même qu'à un moment donné, le ministre de la Solidarité a acheté à peu près une 50aine d'ordinateurs portatifs pour les enfants, pour les non-voyants. Je parle ici, cette fois-ci, en tant qu'expert en informatique pour TIC, expert en TIC pour personnes handicapées. L'État a acheté une 50aine d'ordinateurs pour les personnes handicapées visuelles. La même chose serait possible pour toutes les catégories de handicap.
D'accord. Aminata, est-ce qu'en rang dispersé, les handicapés de tous bords pourront avoir satisfaction de leurs revendications, comme il y a plusieurs associations? Non, pas seulement les handicapés, ça c'est dans tous les domaines. Quand vous travaillez en collaboration, vous allez plus loin. Et même actuellement, toutes les organisations des personnes atteintes d'albinisme ont formé une coalition pour pouvoir se donner la main, pour que notre voix puisse porter haut. Pour nos difficultés, j'aimerais aussi parler de la santé. Vous savez, le manque de mélanine dans le sang de la personne atteinte d'albinisme fait que notre peau est très faible et très sensible aux rayons X. Donc, nous sommes très, très sensibles au cancer de la peau. D'où nous n'avons pas actuellement de prise en charge effective de cette maladie-là. Donc, tous nos camarades qui ont été victimes n'ont pas survécu de cette maladie. Donc, nous avons déjà participé à une réunion que l'État va mettre et ouvrir un hôpital dermatologique pour les personnes atteintes d'albinisme. Je profite de ce plateau pour vraiment demander que ça s'accélère parce que là, même aujourd'hui, nous avons eu un cas de cancer très grave. Et quand nous voyons ces cas-là, nous sommes incapables de faire quelque chose, ça nous meurtrit vraiment. D'accord. Voilà. Kadiatou, comment promouvoir l'employabilité des personnes handicapées au Mali? C'est à travers d'un processus de plaidoyer, ce qui est toujours en cours. C'est-à-dire, c'est vrai, souvent on peut demander, c'est-à-dire ce n'est même bon, disons que souvent on peut demander des choses par la force, mais la force ne peut rien résoudre. Donc c'est pourquoi j'ai dit à travers des processus de plaidoyer. La Fédération malienne des associations de personnes handicapées, dont l'UMAF fait partie, est un des combats de cette fédération, le plaidoyer, à travers beaucoup de choses. Et par exemple, pendant la célébration du 3 décembre, il y a des doléances qui sont faites et à travers des sketchs, à travers l'art et la culture que la FEMA vraiment emploie pour faire, se plaidoyer. Donc je crois que c'est le bon moyen. Nous n'allons pas nous fatiguer à le faire avec la FEMA, avec tout le monde, toutes les associations. Donc c'est notre combat de chaque jour, le plaidoyer. Donc on demande et ce qui est sûr, avant c'était pas comme ça. Aujourd'hui je crois qu'il y a eu un grand pas et peut-être demain les objectifs seront atteints. Monsieur Tchekite, est-ce que vous pensez de la même façon que Kadiatou, comment promouvoir l'employabilité des personnes en situation de handicap? Ce qu'elle a dit est juste. Il faut forcément un processus de plaidoyer. Mais il faut aussi inciter les personnes handicapées à l'auto-emploi, comme je l'ai dit. Je reviens encore là-dessus, parce que plus les gens savent qu'on est courageux, plus ça les incite à venir vers nous. Alors, comment faut-il respecter les engagements pris pour le respect des droits des personnes handicapées? Par l'État? Oui. Oui, c'est toujours le plaidoyer et peut-être même le lobbying au besoin. D'accord. Aminata? Ok, je prends l'exemple au sein de notre association. Comme nous avons des partenaires maintenant qui financent certaines de nos actions de plaidoyer, dont nos actions aussi de renforcement de capacités, nous avons incité un groupe de femmes pour qu'elles-mêmes puissent assurer la restauration. On me signale qu'on n'a plus le temps. Nous étions avec... c'est la fin de ce grand dialogue consacré à l'insertion des personnes handicapées, bilan et perspectives. Nous étions avec Aminata Traoré, présidente de l'association malienne des personnes atteintes de l'albinisme, Youssouf Diakité, chef de la section suivie des institutions sociales à la Direction nationale du développement social, et Kadiatou Koulibaly, secrétaire générale adjointe de l'association malienne des femmes handicapées. Je suis Imrana Akilou Amaïga, à la mise en onde Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Salim Diouara et à la coordination Issa Fakaba Sissoko. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.